Alors bonjour, le sujet dont on va parler, c'est essentiellement des sparse vectors. On va prendre un petit use case pour essayer de trouver ses meilleurs amis à l'aide d'un historique Spotify. Mais en fait, c'est un prétexte pour parler des sparse vectors, qui sont un type de vecteur dont on a peut-être moins parlé que les dense vectors. Alors, les sparse vectors, ils sont un peu au milieu, entre les tokens et les dense vectors. Donc les tokens, c'est un peu ce qu'on utilise dans la recherche lexicale, j'allais dire à l'ancienne. Et dense vector, c'est vraiment la recherche vectorielle qui est un peu à la mode depuis 3-4 ans, enfin depuis plus, mais qui a pris vraiment de l'ampleur. Et c'est celle en général, quand on parle de recherche vectorielle ou de base de données vectorielle, en général on parle de dense vector. Donc le sommaire, d'abord je vais rappeler ce que sont les sparse vectors et comment les utiliser. Puis après on verra ce petit use case pour voir comment les utiliser dans notre cas pour trouver les gens qui ont plus d'affinité musicale avec nous à partir de leur historique Spotify. Et puis après, on parlera un peu d'Elser, qui est le modèle de machine learning qui permet de créer des sparse vectors à partir de texte. Donc les sparse vectors. Donc la différence entre les dense vectors et les sparse vectors, c'est celle-là. Donc les dense vectors, on va avoir déjà des vecteurs qui ont une taille plus petite en général que les sparse vectors. Et surtout leurs caractéristiques, comme le nom l'indique, c'est que toutes les dimensions ont une valeur. Par contre, les sparse vectors, potentiellement, ils vont être beaucoup plus volumineux. Alors, c'est pas obligatoire, hein, mais en général, on va avoir parfois des dimensions qui peuvent aller jusqu'au million, voire au-delà. Mais leur caractéristique, c'est que la plupart des dimensions sont nulles. Ensuite, on parle de représentation. Donc souvent, ça peut être quelque chose qui peut prêter à confusion. Un sparse vector, on va avoir deux manières de le représenter. Donc là, c'est la représentation dense, où on va mettre le vecteur en entier, y compris les zéros. Et dans Elasticsearch, si on veut le stocker comme ça, on va utiliser le type dense vector. Par contre, on a aussi la possibilité de le représenter de manière sparse, où là, on va mettre le nom de la dimension et sa valeur. Parce qu'une des caractéristiques aussi des sparse vectors, c'est qu'en général, pas tout le temps, mais les dimensions ont un sens. C'est-à-dire qu'on est capable de dire telle dimension représente telle chose, alors que dans les dense vectors, en général, ça va être beaucoup plus confus. Il n'y a pas vraiment de notion de sens pour la plupart des dimensions de dense vectors. Donc ensuite, on va voir comment on compare ces vecteurs. Dans les dense vectors, on a trois manières de les comparer, trois méthodes principales. En général, c'est que quand on compare des vecteurs, on a envie de connaître les plus proches voisins. Donc on a envie de savoir à quel point deux vecteurs sont rapprochés. Donc on a, par rapport à l'angle, donc plus l'angle est petit, plus on va avoir ces vecteurs qui sont considérés comme rapprochés. On va avoir la distance euclidienne, c'est-à-dire la distance entre les vecteurs. Plus elle va être petite, plus on va considérer que ces vecteurs sont rapprochés. Et puis on va avoir le produit scalaire, le dot product, où on va multiplier chaque dimension les unes avec les autres. Et là, de la même manière, plus cette valeur va être grande, plus les vecteurs vont être considérés comme proches. Et une des choses qui caractérise les sparse vectors, c'est qu'on va ne pouvoir utiliser que le produit scalaire. On verra pourquoi, après c'est important de savoir ça. Mais en gros, ici, quand je vais avoir deux sparse vectors avec des dimensions, je vais multiplier les dimensions une à une, et je vais avoir un score. Et c'est comme ça que je vais déterminer si un sparse vector est plus proche d'un autre. Alors, grosse surprise, pour requêter un sparse vector, on utilise une query qui s'appelle sparse vector. Donc on va aller taper dans un champ qui va être de type sparse vector, et puis dans un champ dans lequel on va mettre notre vecteur avec lequel on veut comparer les vecteurs de notre index, et il va nous ramener les documents avec les meilleurs scores à partir de ce produit scalaire. Voilà, donc là, on a posé les bases, ce que sont les sparse vectors, et maintenant on va partir sur notre cas d'usage, trouver des affinités musicales à partir de ces sparse vectors. Donc on a une série de blogs chez Elastic qui utilise un jeu de données Spotify. Il y a beaucoup d'articles de blog qui parlent de ce jeu de données. C'est un peu un bac à sable pour démontrer tout ce qu'on peut faire avec Elasticsearch à partir d'un simple jeu de données Spotify. Comment les indexer, comment faire des visualisations, des dashboards, voire même faire de la détection d'anomalies. Je ne sais pas
exactement qui a des anomalies dans ses historiques Spotify, mais on peut faire ça, comment créer des graphes à partir de ces données. Donc il y a plein d'articles comme ça. Et donc à un moment donné, c'est donc Philippe Carr qui a écrit beaucoup d'articles sur ces jeux de données. Il m'a demandé si je voulais l'aider à trouver un autre cas d'usage. Puis moi, je lui avais mis mon historique Spotify dans son cluster. Ben, je me suis dit, ben, moi, j'aimerais savoir qui a les goûts musicaux les plus proches des miens. Voilà. Donc je me suis dit, bon, donc du coup, on a réfléchi comment est-ce qu'on allait pouvoir faire. Donc on s'est dit, ben, on va les représenter par des vecteurs. Donc on s'est dit, ben, le plus simple, c'est finalement de dire, chaque artiste a une dimension. Et si j'ai écouté 300 fois Ariana Grande, ben, j'ai 300 dans cette direction avec mon vecteur. Donc là, on est dans un monde où il n'y aurait que deux artistes, hein, Taylor Swift et Ariana Grande. Et donc on s'est dit, ben, il y en a un qui écoute que Taylor Swift, un deuxième que Ariana Grande, puis un autre qui a des goûts éclectiques, qui écoute un peu des deux. Et donc on s'est dit, ben, idéalement, le user du milieu, la user C, il est, a priori, le bon sens, c'est de se dire qu'il est aussi proche du A que du B. On va en reparler. Et donc du coup, on a fait une simple agrégation pour récupérer nos données. Voilà, c'est très simple, on récupère tous nos users. À l'intérieur de nos users, on récupère tous les artistes. On récupère le nombre d'écoutes. Bon, c'est très simple. Donc on s'est dit comment on va faire. Alors, du coup, on va se dire, a priori, dans les trois méthodes de calcul, si je prends mes données telles quelles, la seule qui c'est qui a le plus de sens, c'est vraiment d'utiliser l'angle, parce que c'est le même entre celui en bleu et le rouge et le vert. Parce que les autres vont dépendre du nombre d'écoutes de mes utilisateurs. C'est-à-dire que ça va favoriser, par exemple dans le cas du produit scalaire, ça va favoriser celui qui écoute énormément, qui utilise beaucoup plus souvent Spotify, et au contraire, la distance client, ça va favoriser celui qui écoute moins de musique sur Spotify. Et le problème, c'est qu'on s'est dit aussi comment on va le stocker. Alors, le problème, c'est que le dense vector, il est limité à 4092 dimensions. Et quand on a rapidement beaucoup d'utilisateurs, on se retrouve à avoir beaucoup plus que 4000 artistes. Donc on va pas pouvoir tous les mettre à l'intérieur. Du coup, on s'est dit, on va être obligé d'utiliser l'espace vecteur. Mais comme on a uniquement le produit scalaire à notre disposition, alors aussi, il est plus adapté parce que les dimensions peuvent être nommées, donc on peut dire telle dimension c'est Taylor Swift, telle dimension c'est Ariana Grande. Mais du coup, on va être obligé de faire un petit travail sur la normalisation des vecteurs, quand on utilise l'espace vecteur. Donc on va normaliser pour essayer de faire en sorte que les utilisateurs, quelle que soit leur consommation d'écoute, aient en gros un profil qui puisse être comparable avec d'autres. Donc on a utilisé une fonction qui est assez répandue dans la data science, qui s'appelle softmax, qui en gros va transformer des nombres réels, ici nos écoutes, en une distribution de probabilité. Donc finalement, quel que soit le nombre d'écoutes que j'ai, je pourrais dire j'écoute 10% du temps Taylor Swift, etc., etc. De telle sorte que la somme de toutes mes valeurs soit un peu dans le même ordre de grandeur. Ce ne sera pas exactement 1 parce qu'on a un peu bidouillé, je ne sais pas ce qu'on a fait. Bon, bref. Après, on s'est heurté au fait qu'en fait, cette fonction-là, c'est des exponentielles. Comme on a beaucoup d'écoutes, on se retrouvait en fait à avoir probabilité de celui que j'écoute le plus 1 et les autres 0. C'est-à-dire un truc qui n'était pas vraiment utile. On a dû jouer avec quelque chose qui s'appelle la température. Où en gros, plus la température va être basse et plus ma distribution de données va être pointue. C'est-à-dire que si je mets une température à 0, l'artiste que j'écoute le plus, sa probabilité va être à 1 et les autres vont être à 0. Donc ça va être assez raide, comme j'aurais juste un sparse vector avec un 1 quelque part et puis des 0 partout. Au contraire, si j'imaginais à mettre une température exponentielle, là j'aurais une distribution égale entre toutes les choses que j'écoute. Et là, ça serait pas non plus très utile. Et du coup, on a pris une température qui correspondait en gros à l'écoute moyenne de chaque utilisateur. Et au passage, je sais pas si vous savez, mais quand vous utilisez un LLM, vous pouvez régler cette température. Et donc, si vous utilisez les API de ChatGPT, par exemple, si vous mettez une température à 0, ça va être le moyen pour qu'un LLM vous réponde toujours de la même manière. Si vous lui demandez 10 fois la même question, il va au mot près répondre exactement de la même manière. Au contraire, si vous mettez une température plus élevée, si vous voulez créer des poèmes, être plus créatif, vous allez lui mettre une température plus élevée. Donc voilà ce que ça fait. Par exemple, si j'avais écouté 4000 fois Taylor Swift, 3000 fois Ariana Grande et 1000 fois
Kendrick Lamar, selon la température que je vais mettre, je vais avoir des distributions de probabilités qui vont être différentes. Donc du coup, ben voilà, on se retrouve à avoir créé avec, alors faut pas juger mes goûts musicaux, mais on se retrouve à avoir créé un sparse vector de mes goûts musicaux. Et du coup, alors non, je reviens en arrière, c'est pas fini. Et du coup, ben, je vais pouvoir utiliser ma requête. Alors comme j'ai pas internet, je l'ai enregistré. Donc j'ai utilisé ma requête sparse vector. J'ai rempli, je lui ai dit, ben, va voir le champ artiste de tous les historiques de tout le monde. J'ai mis moi ce que j'écoute. Et puis il m'a renvoyé mes plus proches amis, alors moi-même, ce qui est normal. A priori, c'est que ça marche, vu que j'ai totalement les mêmes goûts que moi-même. Et puis après, voilà, ma meilleure amie, après, c'est Stéphanie, que je connais pas personnellement, mais je vais peut-être lui envoyer un message. Donc voilà, et donc tout ça, c'est quand même un prétexte pour un peu découvrir un peu ces sparse vectors qu'on connaît peut-être un peu moins. Mais il faut savoir que Elser, qui est un modèle de machine learning créé par Elastic, qui est basé sur une technologie qui s'appelle Splade, stocke ses résultats dans des sparse vectors, et c'est très utile. Donc par exemple, quand je vais avoir écrit un texte comme ça en utilisant Elser, il va me créer des sparse vectors qui représentent la phrase que j'ai tapée en tant que texte. Donc on voit que ça crée des tokens, qui sont en général des mots ou des morceaux de mots. Et donc, certains, on pourrait dire, ok, c'est comme créer des synonymes un peu sous stéroïdes. Mais en vrai, c'est encore plus fort que ça, parce que ça prend en compte le contexte de ma phrase, donc ça va créer des tokens différents selon le contexte dans lequel j'utilise mes mots. Donc par exemple, si j'ai ces deux mots qui sont extrêmement proches, ces deux phrases, pardon, qui sont extrêmement proches, je traverse la rue ou je traverse la rivière pour atteindre la banque dans un premier cas, qui est un homonyme en anglais du bord de la rivière, je ne sais plus le mot exact, enfin, rivage, ou rive, ouais, rive. Et bien dans le premier cas, il va me créer par exemple un token robbery, qui est adapté quand on parle de banque en tant qu'institution financière, mais pas vraiment dans le deuxième cas, et effectivement dans le deuxième, je ne vais jamais trouver ce token. Donc c'est une manière de comprendre comment marche Elser et la puissance de ce modèle. Qui malheureusement, s'il a un défaut, c'est qu'il ne marche qu'en anglais, enfin qu'il n'est utilisable qu'en anglais. Mais on peut tout à fait importer dans Elastic, si on a un modèle qui est capable de créer des sparse vectors, on a des data scientists qui sont capables de créer ce genre de modèle pour notre langage ou pour notre domaine, ben on est capable de l'importer dans Elastic et il va stocker les résultats dans les sparse vectors. Donc si on faisait une analogie pour terminer avec notre système, ben nous on a fait un truc un peu similaire. En fait on avait tous nos historiques Spotify, on a créé un petit système très simple avec une agrégation, une fonction softmax qui a créé des sparse vectors. Et puis moi, quand je veux connaître mes amis, ben, je fais pareil. Je crée le sparse vector qui me représente, et puis je cherche le produit scalaire le plus haut, et puis c'est ce qui va me ramener les gens qui ont des goûts musicaux les plus proches des miens. Et Elser fait pareil, sauf que le modèle d'Elser est plus compliqué que notre petite agrégation et notre petite fonction softmax, évidemment. Et donc, il va récupérer les documents, il va les transformer en sparse vector, et puis quand on va faire notre requête dans une barre de recherche, il va faire la même chose, il va créer un sparse vector, et puis il va le comparer avec tous les sparse vectors qui existent dans notre index. Alors, la force d'Elser, c'est vraiment d'être capable de résoudre des problèmes de recherche d'informations qui est le vocabulaire mismatch, c'est-à-dire le fait que mes documents utilisent des mots qui sont différents que les mots que je vais utiliser pour faire ma recherche. Parce que Elser, en étendant les tokens et en leur donnant des poids, il est capable de résoudre ce problème. Et donc si on avait l'ambition avec notre petit produit de faire la même chose et de pousser l'analogie jusqu'au bout, d'être capable de résoudre les musical mismatch, parce qu'en fait le problème de notre système finalement, c'est que même si j'écoute, je sais pas, du hard metal, je connais rien, mais et que j'écoute 5-6 groupes à fond de hard metal et que j'ai un David qui écoute aussi beaucoup de hard metal, mais pas exactement les mêmes groupes, ben je vais pas quand même le trouver dans mes amis parce qu'on a ce problème de sparsity qu'on trouve souvent dans les moteurs de recherche. Et donc il faudrait que je sois capable, quand je crée un token, quand j'écoute les Beatles, si j'ai créé un token de 0,8, il faudrait que je sois capable aussi
de créer un petit token à 0,1 des Rolling Stones, parce que c'est un peu le même genre de musique, etc. etc. Donc voilà. Il y a d'autres applications qui sont possibles pour les sparse vectors. J'ai créé un blog sur ça, notamment pour tout ce qui concerne l'e-commerce. Voilà, si ça vous intéresse. Et c'est tout. Et bien, merci.